Bonjour à tous, nous sommes le samedi 31 janvier, il est midi, émission politique, dernière émission politique. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, apparemment, Effervescent va cette fois-ci s'arrêter pour de bon. Donc on arrête les stand-by, on arrête tout ça. C'est bon, on passera le relais puisque prochainement, on l'avait annoncé lors de nos vœux, une autre web radio avec une partie d'ailleurs de l'ancienne équipe d'Effervescent prendra le relais qui s'appelle ELC. Donc bien évidemment pour les associations politiques et commerçants, bref, tous nos interlocuteurs, sachez qu'on ne laisse pas la place totalement vide. Émission un peu spéciale. Pour ceux qui me connaissent savent que j'ai tendance parfois un petit peu trop à dire les choses. Émission qui se voulait avec un débat contradictoire, donc avec les différentes composantes en vue des élections départementales qui, pour rappel, auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Pour cette émission, donc c'est bien, c'est que je terminerai comme d'habitude avec un coup de gueule. Je ne remercie pas donc pour l'organisation de cette émission qui, on va dire, me conforte dans ma décision d'arrêter. Donc Marianne Duranton, donc de l'UDI, qui a annulé sa participation hier à 19h20. Très précisément, donc sous motif qu'il n'y avait pas tous les partis. Effectivement, il n'y avait pas le PC et le FN qui n'ont pas répondu, donc le FN étant en formation et le PC n'ayant pas réussi à les joindre. Donc, mais sinon, les autres composantes étaient bel et bien prévues. Donc je ne remercie pas non plus également bien sûr Dominique Écharou, conseiller général et candidat sur le canton de Dourdan, qui également donc de concert avec l'UDI ne participe pas. Je ne remercie pas Jacques Lebigre, donc secrétaire départemental de l'UMP Essonne, qui devait me répondre suite à des échanges qu'on avait entre nous et qui depuis mardi ne donne strictement aucun signe. Et je ne remercie pas donc Jérôme Gage, président du Conseil général, qui a annulé sa participation il y a exactement 5 minutes. L'émission s'intéressera donc principalement à notre invité qui a accepté d'être là et on l'en remercie pour le coup. Donc Laurent Jacobelli. Bonjour. Donc Laurent Jacobelli, donc de Debout la France. Tout vous êtes fait. Secrétaire général adjoint. Exactement. Donc de Debout la France d'une manière. Oui, du parti en général au niveau national. Du parti général national. Donc on s'intéressera avec vous donc sur votre vision de ces élections départementales. Néanmoins, pour être précis quand même, puisque j'ai dit je ne remercie pas Jérôme Gage, quand même un message envers le Conseil général d'une manière générale. Pour les remercier, puisque si Effervescent a pu exister et perdurer, c'est notamment quand même grâce au Conseil général, donc qui dans ses missions viennent en aide aux médias en place. Donc merci pour ça cependant. Et merci à Jérôme Coé, donc conseiller général de Marcoussis, qui justement a accepté donc qu'on le suive la semaine dernière pendant toute une journée. Ça sera en bonus de cette émission, donc puisqu'on s'intéressait au rôle du Conseil général. Alors le rôle du Conseil général, ces élections qui auront lieu donc prochainement, d'une manière générale, donc Laurent Jacobelli, vous intervenez, vous m'interrompez bien évidemment. Non, mais je vous laisse parler pour l'instant. Moi, je prends la parole que vous me la donnez. Ça me change. Donc justement, excusez-moi. Ces élections donc départementales généralement intéressent peu les personnes, puisque en 2008, puisque c'était un septennat, en 2008 une abstention donc qui était aux alentours de 44%, donc presque moins d'un électeur sur deux se sont déplacés aux urnes. Beaucoup ne connaissent d'ailleurs pas le conseiller général de son canton. D'ailleurs, puisque j'étais dans les je remercie, je ne remercie pas. Donc quand même un message à Hugo qui est en régie. Salut. Qui lui, je remercie puisque voilà, parce que je me suis levé ce matin. Voilà, il nous fait toujours des très belles installations qui ne fonctionnent que grâce à lui. Donc c'est-à-dire que s'il n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Donc l'exemple, mais toi ça devrait aller. Tu connais ton conseiller général? Bien sûr. Qui est Jérôme Coé.
Ah oui, donc puisque tu es du côté Ah de... mais moi je connais que les bons, moi, c'est pour ça. Ah, prenez pas parti. Ah, je prends pas parti. C'est Bon. un message amical. à la Ça fois. n'engage que lui. Donc, mais effectivement, on en parlait avec les autres membres de l'équipe. La plupart connaissent le maire, Oui. donc, mais ne connaissent pas le nom de leur conseiller général. Et pour autant, malgré tout, il faut dire ce qui est, les domaines de compétences du conseil général C'est très important. sont relativement vastes et interviennent dans la vie quotidienne Exactement. des gens. Et c'est pour ça que je suis très déçu aujourd'hui que mes camarades, j'allais dire, ne soient pas là, parce que je pense que c'est une forme de mépris pour les électeurs. Je pense qu'on est à un moment quand même très important, c'est-à-dire qu'on va renouveler le conseil départemental qui agit dans des domaines qui touchent la vie quotidienne des gens, les routes départementales, les collèges, l'aide sociale à la petite enfance, l'aide sociale aux handicapés, la distribution du RSA. Ce sont donc des domaines qui occupent nos vies du matin au soir. J'oublie les transports. Alors, Donc, j'allais effectivement, hein, donc pour compléter ce que vous dites, effectivement, donc les domaines d'intervention, c'est tout ce qui est santé et social, éducation, jeunesse, vous en parliez. pour les collèges, oui, en effet. Donc culture, sport, loisirs, cadre de vie et tout ce qui est aménagement aussi du territoire pour les domaines du Conseil général. Donc là aussi, un message que j'adresse plus aux électeurs, c'est de vous déplacer le 22 et 29 mars, de vous renseigner, de vous intéresser à ces élections, puisqu'elles interviennent donc dans votre quotidien sans forcément que vous le sachiez. Oui, mais pour ça, il faut leur donner envie de se déplacer. Et je pense que si on ne vient même pas à la rencontre des électeurs lors d'un débat, c'est une forme de mépris de l'électorat. Et puis, c'est de la part de l'UMP et du PS aussi un signe très fort. Ce système nous appartient, on se partage le gâteau, ce sont des places acquises, on n'a même pas à aller convaincre les gens, puisque au final, ce sera l'un ou l'autre qui sera élu. Moi, j'aimerais bien qu'on apporte un petit peu de nouveauté dans tout ça. C'est-à-dire que j'aimerais bien que des partis comme Debout la France puissent avoir voix au chapitre et apporter une vision un peu différente du département et apporter des propositions nouvelles. Moi, je ne me résous pas à voir le département mal géré par l'équipe socialiste actuelle. La France est mal gérée par les socialistes, la région est mal gérée par les socialistes, et malheureusement, le département est mal géré par les socialistes. On y reviendra peut-être après, mais il y a une vraie gabegie, et l'impôt des citoyens essonniens est très mal utilisé. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si on renverse cette équipe-là? Qui va-t-on mettre à la place? Les vieux chevaux de retour, les Dugouin, les Tron, avec toutes les casseroles qu'ils traînent? Est-ce qu'on va prendre le risque, ce serait quand même jamais vu, d'avoir un président de conseil départemental avec un procès d'assises en vue pour des affaires sur lesquelles on ne va pas revenir, monsieur Tron, et qui risque de finir en prison? Alors, présomption d'innocence, bien sûr, mais la décence, la décence et l'éthique voudraient quand même qu'il n'aille pas à la bataille, qu'il se retire un petit peu, qu'il laisse passer les choses, qu'il prouve son innocence s'il est innocent, et puis qu'il revienne dans la vie politique. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser les Essonniens dans ce triste choix qui est un PS qui n'a pas réussi, une droite et un centre avec des leaders qui sont quand même sous le regard de la justice, et ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il leur reste? Le Front National, moi je m'y résous pas. Vous parlez de présomption d'innocence, donc oui, il ne faut pas l'oublier. On est d'accord, mais ils ont à peu près tous des casseroles, donc c'est quand même un problème. C'est quand même un problème, au moins un problème d'éthique. Voilà. D'accord. Sur justement le bilan actuel du Conseil général, avant de s'intéresser aux perspectives en deuxième partie, donc quel bilan vous faites de la gestion du Conseil général de l'Essonne? Vous parlez de gestion. Vous parlez bien évidemment au nom de Debout la France, Debout la France, donc le parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Debout la France, même si en Essonne c'est relativement bien représenté. Parce que notre président est député maire de Hyères et que je crois que la gestion de la ville de Hyères est citée en exemple par beaucoup de collectivités dans l'Essonne. Donc je pense que les gens connaissent bien Debout la France dans l'Essonne, de plus en plus en France d'ailleurs, puisque nos scores augmentent. Nous sommes aujourd'hui à 4-5% d'intention de vote pour une présidentielle. Et même si c'est ni au régional. N'oublions pas quand même le dernier résultat qui était à 1,79. Non, c'est pas le dernier. Le dernier, c'était les élections européennes où nous avons fait 4,2%. Vous parliez des présidentielles. Oui, mais il faut prendre les résultats les uns après les autres. Et on a même fait 9% dans l'Essonne. Donc, vous voyez, on est plutôt confiant. Alors, vous m'interrogez sur la gestion. Alors, je ne suis pas sûr que le mot gestion soit adéquat, puisque le département de l'Essonne a un triste record.
le record de l'endettement. Nous sommes 6e en France pour l'endettement, 800 millions de dettes pour le département de l'Essonne. C'est-à-dire que chaque Essonnien paye plus de 1 000 euros, il y a plus de 1 000 euros de dettes par habitant. 1093 pour être très précis. À titre d'exemple, c'est 863 pour les Yvelines. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, le département est mal géré, clairement. Par rapport à quoi? D'où vient, on va dire, le problème puisque là, si vous évoquez ce genre d'argument, c'est qu'il y a un problème structurel. Non, il y a un problème de dépenses. C'est-à-dire que on ne peut pas dépenser tous azimuts et dans tous les sens. Il faut parfois être un gestionnaire en bon père de famille quand on a la charge d'un département. Quand on voit que des œuvres d'art absolument improbables sont achetées pour plusieurs centaines de milliers d'euros, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre d'art qui a été achetée par le conseil du département, qui est un balai. Oui, un balai, tout simplement, qui est planté comme ça et qui s'autodétruit de manière biodégradable en quelque temps. Eh bien, il faut que les Essonniens sachent que par leurs impôts, ils ont payé ça. Bon, ça, ce sont des dépenses somptuaires. Après, tout dépend le coût du balai. Oui, enfin, je crois que cette seule œuvre d'art est à 15 000 euros. Je vais peut-être me reconvertir dans l'art moderne, d'ailleurs. Mais c'est juste un exemple, hein, mais c'est pour bien montrer... À titre individuel, un formateur en nettoyage industriel, on trouve des balais beaucoup moins chers. Alors, voyez, vous me le confirmez. Mais c'est un exemple, un petit peu caricatural, je vous le concède, mais qui montre que les dépenses somptuaires de ce département, en communication, en marketing, sont aberrantes. Quand on sait... C'est une question de priorité, hein. Mais nous, on n'a pas les mêmes priorités. Quand on sait, par exemple, qu'en 2012, le département donnait 800 euros par place de crèche. Bon, là, il est dans son rôle. Et à la limite, moi, je pourrais comprendre qu'il emprunte pour financer ça. Sauf que de 800 euros en 2012, on est passé cette année à 250 euros. Donc, il y a une vraie chute. Et l'année prochaine, en 2016, tiens, je vous pose une question. Combien, d'après vous, dans le budget? Je ne peux pas vous dire. 0. C'est clair. 0 euros pour des places de crèche supplémentaires. Donc on n'a pas les mêmes priorités avec M. Guedj et je suis vraiment triste qu'il ne soit pas là pour qu'il nous explique. Il y a quand même de mémoire, puisque la semaine dernière il y a eu l'inauguration de la crèche qui était à Grigny. Lors du discours que vous entendrez en bonus de Jérôme Coé, justement, on en parlait tout à l'heure, il évoque quand même la création de plus de 1000 places de crèche supplémentaires, même l'année prochaine, de mémoire. Écoutez, en 2015, je vous le dis, il y a toujours un budget crèche. Donc vous savez comment ça se passe les budgets. Il y a des queues de budget, donc il y a des investissements qui sont faits en une année et qui prennent corps l'année d'après. Il y a en 2015, je l'ai dit, toujours un budget crèche qui est prévu de 250 euros par place et non plus 800 comme il y a quelques années. En revanche, à partir de 2016, les prévisions de l'équipe actuelle, j'espère que ce ne sera pas la même équipe et qu'il y aura des budgets correctifs, mais les prévisions de l'équipe actuelle, c'est 0. Donc si on se revoyait, et malheureusement je suis très triste parce que cette radio n'émettra plus, en tout cas plus en l'état actuel, en 2016 et 2017, mais si on s'était donné rendez-vous en 2016 et 2017, eh bien, et que, hypothèse improbable, l'équipe actuelle soit reconduite, on aurait vu qu'il y avait 0 pour les crèches. Et c'est quand même très triste. Il y a quand même des actions qui sont emblématiques du Conseil général qu'on peut peut-être souligner, notamment si on parle de votre avis sur la maison de retraite à 60 euros. Alors, il y a des opérations. Voilà. Il y a beaucoup d'opérations de com. C'est-à-dire qu'on prend un exemple. Vous savez, c'est comme les soldes dans les supermarchés. Quand vous arrivez sur le premier étalage, vous avez moins 70%, etc. Et puis quand vous allez au fond du magasin, vous vous apercevez que rien n'a changé au niveau des prix. Eh ben, le conseil actuel fait ça, c'est-à-dire qu'il prend comme ça des mesures sur lesquelles il met beaucoup de communication, on en parlait tout à l'heure, et on a l'impression que les problèmes sont réglés. Oui, sur une maison de retraite, etc., il peut y avoir des opérations. Globalement, il n'y a pas une politique, par exemple, d'aide aux personnes âgées qui correspondent aux attentes. Ça correspond quand même à un cheval de bataille de Jérôme Guedj. Oui, des paroles. Moi, je vous parle d'actes. C'est un peu le problème qu'on a. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup. Là, vous parlez d'une émission sur France 2. Ça, oui, peut-être. Écoutez, je vous souhaite d'avoir le même succès. Non, mais très franchement, par exemple, qu'en est-il de l'aide du maintien à domicile des personnes âgées? Ça, c'est le vrai combat qu'il faut mener. Parce que la durée de vie augmente. On ne pourra pas suivre en place dans des maisons de retraite, on ne pourra pas suivre cet élan-là, l'élan démographique. Donc il faut trouver aujourd'hui des nouvelles méthodes et qui sont, par exemple, pour les personnes âgées
qui ont à peu près leur tête, qui se maintiennent à peu près en état de santé, le maintien à domicile. Et bien ça, c'est pas une voie sur laquelle le conseil départemental s'est engagé, et c'est une voie sur laquelle nous nous engagerons, en plus, bien sûr, du maintien des places en maison de retraite et de l'accroissement des places en maison de retraite. Et voilà une politique intelligente, une politique à moyen et long terme. Et les financements alors, parce que vous parlez justement du déficit du conseil général. Absolument. Si on est en déficit, comment maintenir le niveau d'équipement que c'est vous évoquez? une très bonne question. Nous n'augmenterons pas les impôts, nous maintiendrons le budget en l'état actuel et nous dégagerons 100 millions par an pour le remboursement de la dette. Je rappelle aux auditeurs que le budget de l'Essonne est de 1,2 milliard d'euros par an. Eh bien, croyez-moi, si on gère bien 1,2 milliard d'euros, qu'on se concentre sur les fonctions fondamentales du conseil départemental que vous avez évoquées tout à l'heure, les transports, l'aide aux malades, l'aide aux handicapés, l'aide aux personnes âgées, les collèges, eh bien, si on se concentre sur ces missions-là, que l'on gère bien le département et que l'on fasse très attention aux associations que l'on subventionne, à leur réelle utilité. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on saupoudre sur plus de 300 associations, je crois, des montants. Ça revient très cher. Il n'y a pratiquement aucun contrôle sur les dépenses qui sont faites. C'est du clientélisme. C'est clair. Parlons franchement. C'est-à-dire, on aide des gens pour espérer en retour avoir des soutiens et avoir des aides. En revanche, il n'y a pas, sur les missions essentielles, une bonne gestion des finances. Donc nous n'augmenterons pas les impôts. Nous rembourserons la dette, il faut s'y mettre, mais pas avec des impôts supplémentaires, avec 100 millions d'économies par an sur les 1,2 milliard de budget, et les 1,1 milliard qui restent, nous gérerons le département en bon père de famille et absolument pas en dépenses sanctuaires. Excusez-moi, là c'est une expression qui me fait sourire, bon père de famille. C'est une expression consacrée. Hein. Oui, mais elle est consacrée, mais en 2015, qu'est-ce qu'un bon père de famille? Ça, c'est une question. C'est pas un débat qui social, mériterait c'est juste une expression. Ça va pas plus loin. Non, je voudrais dire tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur en tout début d'interview. J'ai dit que la dette était de 1100 € par personne. C'est pas vrai. C'est le budget qui est de 1100 € par personne. La dette, elle est de 88 € par an par habitant. Je tenais à être précis. D'accord, donc effectivement, une différence qui est pas négligeable quand même. Non, elle n'est pas négligeable, vous avez raison. En revanche, c'est presque pire pour le conseil départemental parce que c'est 8 fois plus que dans les Yvelines, par exemple, où c'est 11 € par personne et par an. Donc c'est pire, en termes de pourcentage. Pour plus de précision, donc bien évidemment, on se doutait bien que sur le bilan de l'équipe en place, vous ne pourriez pas être d'accord. Ah non, mais on aura une politique, nous, radicalement différente. Alors, justement, on s'intéresse à Debout la France, puisque vous êtes là et gentil. que vous la représentez, donc Debout la France. Présentera des candidats sur combien de cantons? Puisque là, il y a justement le changement des cantons. D'ailleurs, c'était un des mandats les plus longs, puisque c'était un septennat. Oui, c'est 6 ans maintenant. Les dernières élections étaient en 2008. Oui, mais maintenant, on va passer à des mandats de 6 ans. Et chaque canton élira 2 conseillers, un homme et une femme, et 2 suppléants. Avez-vous, avant justement de parler vraiment dans le détail, un avis sur le redécoupage qui a été fait des cantons? Puisque là, on le sait, on passe de 42 cantons à 21. Alors, formidable. On nous a promis de réduire le millefeuille. Vous savez, ce fameux millefeuille qui fait qu'en France, on a des strates territoriales et administratives qui se superposent. Et le gouvernement nous a dit, on va faire une grande réforme et vous allez voir, on va faire des économies. Magnifique. Eh bien, le nombre de conseillers ne va pas changer. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 1 € d'économie. En revanche, les gens n'y comprennent plus rien. On a complètement brouillé les codes. Effectivement, on a fait des regroupements de villes pour faire des nouveaux cantons. Certains sont improbables. Des villes sont coupées en 2. Une partie dans un canton, l'autre dans l'autre, pour des raisons bassement électoralistes, pour essayer de sauver le maximum de conseillers départementaux socialistes. Je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Mais pas d'économie à la clé, juste encore moins de lecture. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement actuel, et il l'a dit, ne croit pas dans le département. Il veut la suppression du département. Il veut la commune. On évoque effectivement la région, disparition probable des départements. Exactement. D'ici 2020. Nous, à Debout la France, on est farouchement contre. Voilà. Pourquoi ? Parce que plus le pouvoir, plus la zone de décision s'écarte des concitoyens, eh bien plus ils s'en désintéressent. Le pouvoir est passé de Paris à Bruxelles au niveau national. On voit bien les conséquences. Aujourd'hui, on veut que le pouvoir passe des départements à la
région en totalité. Or, la région, c'est encore plus loin. Oui, mais le département, beaucoup de c'est un décisions petit peu plus commencent proche. déjà à se prendre au niveau régional. Oui, mais c'est dommage, parce que plus on est proche des élus, plus on peut avoir accès à eux, quand ils se donnent la peine de se déplacer, et plus on peut voir notre vie quotidienne changer concrètement par des gens que l'on connaît et avec des exemples quotidiens. Moi, je trouve que cet éloignement du pouvoir est une aberration. Donc nous sommes très attachés au maillage départemental, au maillage communal, et nous voulons le défendre. Donc nous aurons 10 candidats au moins, 10 binômes au moins sur les cantons dans l'Essonne. Je serai moi-même candidat dans le canton d'Athis-Paray-Juvisy. Alors vous serez effectivement la liste des candidats, donc vous serez présent sur le canton de Athis-Mons, Oui. Draveil, Oui. Palaiseau, Exactement. Sainte-Geneviève-des-Bois Oui. et Hyères. Pour l'instant, ce sont les cantons, on va dire, définitifs. Voilà. Il y en aura d'autres. Je vous dis, on sera sur 10 cantons, avec peut-être quelques surprises d'ailleurs. Alors, parmi les surprises que vous évoquiez, donc on a reçu, vous avez lancé votre campagne. Oui. C'était en novembre. Oui, tout à fait. L'année dernière, donc vous étiez, on va dire, les premiers sur la ligne Ouais, de parce que c'est important départ. pour vous, c'est très important. Et après, il y a eu des modifications. Donc dans sûr. les éléments qu'on a eus, vous êtes en binôme, puisque vous parliez du binôme, Oui. avec Lisa Haddad. Tout à fait. Avec Lisa Haddad qu'on attendait sur Longjumeau. Oui. Alors, c'était dans les premières listes. Nous avons décidé avec Lisa de partir au combat ensemble pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que Lisa était très complémentaire dans sa candidature par rapport à moi, qu'elle connaît bien le canton puisqu'elle y a longtemps travaillé, elle y travaille associativement, donc elle a une légitimité dans ce canton. Donc nous avons décidé, pour ces raisons-là, d'y aller ensemble, et je pense que ça va être une très jolie candidature. Parce que c'est vrai que quelque chose qui est... là, c'est plus une remarque à titre personnel que je fais, mais quelque chose qui me fait parfois sourire sur ces élections départementales, c'est qu'on se retrouve avec des candidats qui ne connaissent pas du tout le canton sur Là, c'est pas le lequel cas. ils se présentent. C'est absolument pas le cas. Je vous ai parlé de Lisa, je peux vous parler de moi. J'habite dans une des 3 communes qui s'appelle Paray-Vieille-Poste, dans laquelle j'ai d'ailleurs fait toutes mes études, etc. Donc on connaît bien le canton. Voilà. Donc si ça répond à vos préoccupations, j'en suis ravi. Alors, là aussi, Debout la France a fait parler d'elle, puisque vous avez en candidat, vous le savez, sur de quoi je vais parler, donc Je vous laisse venir, sur je vous laisse Draveil, venir. Oui. Philippe Olivier, Très bon candidat. donc ancien du Front National, Oh là là. Oui. ancien du MNR, donc le D'accord. parti de Bruno Maigret, D'accord. membre de la famille d'ailleurs Le Pen. D'accord, bon, ben c'est son problème, c'est sa vie privée, ça n'a pas à voir dans ces élections. Juste quand même, pour un petit rappel, les partis auxquels vous faites référence, Philippe les a quittés il y a 17 ans. 17 ans. Donc c'est quand même quelqu'un qui depuis a fait des choses, n'a jamais quitté Oui, mais vous parliez, vraiment le monde politique. de Xavier Dugoin tout à l'heure, un peu entre guillemets. Oui, enfin d'un pour côté, les affaires, oui, qui enfin, était il y a 15 d'un côté ans, il y a et quelqu'un, il a été jugé. Oui, mais d'accord, il a été jugé et condamné, d'accord. Philippe Olivier n'a rien fait de mal. Que je sache, être adhérent du Front National, aujourd'hui, il n'est pas interdit par la loi. La question est... Et il y a 17 ans, est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce que vous faisiez il y a 17 ans, jour pour jour? Vous faisiez quoi? On était le 31 janvier, donc je disais bonne année pour le dernier jour. Parce qu'on peut souhaiter les vœux jusqu'au 31 janvier. Écoutez, donc, vous avez bien compris ce que je voulais dire. L'eau a coulé sous les ponts. Philippe est parti de son plein gré du Front National, puis du MNR. Il a ensuite mené des combats politiques, et notamment à Draveil, de justes combats. Il avait décidé, il y a quelques mois, de nous rejoindre. Il nous a présenté son programme. Il nous a expliqué sa vision des choses. Moi, je l'ai rencontré. C'est un type bien. Vraiment bien, et c'est une vraie chance pour les habitants de Draveil s'ils pouvaient l'avoir en conseiller départemental. Moi, je lui souhaite bonne chance. Il a la totalité de notre soutien. C'est un type droit, et croyez-moi, à Draveil, on en a besoin. Mais vous m'excuserez, on m'aurait reproché de ne pas vous poser la question. Mais je vous ai répondu. Je tiens à préciser qu'il est en binôme avec Anne-Christine Poisson, qui est une ancienne eurodéputée, qui, elle, nous vient de chez Philippe de Villiers, parce que chez nous, les gens viennent de partout, du Front de gauche, du PS, du mouvement de chevènement, de droite.
presque à équivalence. Et c'est un très très beau binôme. Et j'aimerais insister auprès de nos amis de Draveil qu'ils ont énormément de chance d'avoir ce duo-là. Et j'espère vraiment qu'ils les représenteront au conseil départemental. Qu'en est-il de Georges Pujals, puisqu'il était, il est maire de Épinay-sous-Sénard donc depuis moins d'1 an, et il était évoqué justement auprès de vous en novembre lors du lancement de la campagne, et là on le retrouve pas actuellement. Vous le retrouverez très bientôt. Ça fait partie des annonces que je vous annonçais. Nous vous avons annoncé 5 candidatures. Il y en aura 10. Et soyez patients. Alors, Debout la France, on connaît, on va dire, justement, vous parliez de Nicolas Dupont-Aignan, on connaît les postures nationales de Debout la France. Quels sont les grands axes, on va dire, pour ces élections-là, puisque les enjeux, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a un certain nombre de similitudes dans la situation de l'Essonne avec la situation du pays. On ne peut pas dire, entre guillemets, un des grands chevals de bataille, vous le savez, non à l'Europe. D'abord, nous ne disons pas de non à l'Europe, nous disons que l'Union européenne est une mauvaise représentation de l'Europe. C'est pas la même chose. Mais effectivement, vous avez raison, c'est pas le débat pour les départementales et pour l'Essonne. Justement, il y a un certain nombre de domaines qui sont les mêmes, quand même. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, la bonne gestion. C'est franchement notre point numéro 1. C'est-à-dire que je tiens à affirmer ici que chaque voix pour un candidat Debout la France ou soutenu par Debout la France, tous les représentants que nous aurons grâce à ces voix se battront pour que le budget soit équilibré et dédié aux missions essentielles du département. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète parce que c'est un de nos points principaux. Deuxièmement, un point qui n'est jamais évoqué par les autres candidats, c'est la sécurité. C'est-à-dire la sécurité, aujourd'hui, dans l'Essonne, et dans mon canton singulièrement, c'est un vrai problème pour les citoyens. On parlait de vie quotidienne, et quand on a une vie quotidienne où on a peur quand on prend le RER, où on a peur quand on arrive à la gare après 21h, c'est pas une vie quotidienne agréable. Donc, nous nous engageons sur la sécurité. Nous aiderons les communes, nous aiderons financièrement par des dotations les communes, qui auront des plans de police municipale précis et argumentés. Nous les aiderons à monter leur police municipale. Nous aiderons la sécurité dans les collèges, puisque vous le savez, les collèges font partie du domaine de responsabilité du département. Nous proposons de mettre des caméras de surveillance dans les collèges qui n'en sont pas équipés et en accord avec les mairies dans lesquelles ces collèges se trouvent. Priorité à la sécurité. La sécurité qui n'est pas, on va dire, un des domaines forts, justement, actuels du Conseil général. C'est même un domaine dans lequel il n'est pas du tout. Donc vous avez raison de dire que c'est un domaine qui n'est pas une de ses lignes de force, puisqu'il n'y est pas. Je parlais des domaines de compétences. Mais attendez, un des domaines de compétences du département, c'est d'aider les communes dans leurs projets. Bon, moi je vous dis, nous n'aiderons pas les communes juste sur leur sourire ou sur leur bon vouloir, nous aiderons les communes sur des plans précis d'investissement. Si dans ces plans précis d'investissement, les communes nous demandent de l'aide sur les polices municipales, sur la surveillance des collèges, nous les aiderons. Donc, priorité à la sécurité. C'est un point très important. Autre point, les transports. Là, on est purement dans le domaine du département. Nous ferons tout pour que les gares RER, C et D principalement, mais B aussi à Massy, le B touche le... soient beaucoup plus vivable, beaucoup plus sûr, et nous pèserons de tout notre poids pour qu'enfin les usagers essonniens soient respectés dans les transports en commun, au niveau des horaires, au niveau de la sécurité et au niveau de la qualité des transports. Bon, on a vu les événements récents avec le RER-A, la ligne RER-D ces derniers jours a été une catastrophe, mais on ne mesure pas l'implication pour les habitants de l'Essonne. Retard au travail, problème avec les enfants qui sont gardés soit aux écoles, soit en crèche et on arrive en retard. Ce sont des problèmes quotidiens insurmontables pour les gens. Quand on fait 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir, on mérite que le département se batte pour que cela se fasse dans les meilleures conditions possibles. Meilleures conditions, mais c'est pas... on parle bien de compétences. Le RER est géré par le STIF. Oui. Avec le Conseil général, régional. Oui, mais nous ne
sommes pas sans moyen de pression. Le problème est que si on se cantonne à redistribuer le RSA, qui est la mission première du département, on se cantonne à ne rien faire. C'est on reçoit l'argent de l'État et on le redistribue. Nous, on est beaucoup plus ambitieux que ça. Et il y a quand même des leviers d'influence. Et puis sur les transports, ça va beaucoup plus loin. Si on parle par exemple du transport, alors là pour le coup en plein dans l'émission, le transport des étudiants, des élèves. Bon. Oui, là, oui. Il y a eu un nouveau plan de circulation qui a été fait. Bon. Eh ben, on parlait tout à l'heure de la ville de Hyères. Eh ben, un collégien de Hyères, aujourd'hui, ou des villes avoisinantes, met 20 minutes de plus pour aller à son collège ou à son école quand il prend les transports en commun du département, parce que les lignes, les routes ont été redessinées, paraît-il, pour faire des économies, je crois. Bon. Eh ben, on ne peut pas imposer à des étudiants, enfin à des élèves, je crois qu'on dit qu'à cet âge-là, on ne peut pas imposer à des élèves 20 minutes de plus le matin, 20 minutes de plus le soir. C'est 20 minutes de moins, 40 minutes de moins qui sont faits pour la vie avec la famille, pour la découverte d'autres activités ou même pour faire ses devoirs. Et là, on est en plein dans les missions du département. Donc là aussi, ça n'a pas été fait. Donc je pense qu'il faut être pragmatique, avoir du bon sens, et quand la situation s'est détériorée, savoir en tirer les conséquences et dire, eh bien, on va remettre une situation vivable, voire confortable pour les habitants. Quelle politique envisagez-vous sur justement tout ce qui est santé et social ? Alors, là encore, on ne va pas faire dans l'effet d'annonce. On ne va pas dire qu'on va... non, mais vous avez bien une vision. Oui, mais justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait ? Je vous ai parlé tout à l'heure des places de crèche. Pour moi, on est purement dans le social. Il faut revenir à un niveau de création de places de crèche qui soit conforme à la démographie du département. Ensuite, on a parlé des personnes âgées. Bon, il faut que toutes les familles puissent décider en leur âme et conscience si les personnes âgées doivent être placées en maison, auquel cas il faut qu'il y ait les places suffisantes, mais plus que cela, le personnel formé suffisant, des conditions de vie agréables, parce que les maisons de retraite, certains y passent plus de 10 ans et il faut que ce soit dans des conditions de vie agréables. Soit, deuxième possibilité, rester à la maison, rester au foyer, parce qu'on sait que pour des personnes âgées, c'est parfois un déchirement de quitter leur maison qu'ils ont bâtie pour aller en maison commune de retraite. Eh bien, quand c'est possible, faire en sorte que ces maisons soient équipées avec l'aide du département, et que les auxiliaires de vie, les infirmières, soient aidés pour pouvoir prendre soin des personnes âgées chez elles. C'est un plan très ambitieux mais prioritaire. L'allongement de la vie ne peut pas s'accompagner, ne pas s'accompagner d'un allongement des soins pour les personnes âgées. Donc c'est un point extrêmement important. Et puis, on ne parle pas beaucoup des jeunes, moi j'aimerais en parler. Il faut qu'on fasse dans le département, ce qui a été fait ailleurs d'ailleurs, c'est-à-dire une politique de coup de pouce aux jeunes, les aider par des prêts départementaux si on peut le mettre en place et si on a une majorité pour ça. Eh bien, sur les jeunes, il y a quand même la carte jeune qui a été mise, des opérations telles que sac à dos, des choses comme ça. Donc, Moi, je vous parle de projets ambitieux. Excusez-moi, mais je vous dis, les aider dans leurs études par des prêts coups de pouce, les aider dans le passage du permis. Le permis, en ce moment, est à la mode. Donc, tant mieux si en plus, ils peuvent le passer dans les 45 jours. Ça, il y a des aides qui sont faites par le Conseil général. Mais il faut les généraliser. Le problème du Conseil général actuel, c'est pas qu'il fait rien. Je l'ai dit en préambule, bien sûr qu'il ne fait pas rien, puisqu'il dépense 1,2 milliard par an. J'espère qu'il les utilise. Mais il saupoudre. Il n'y a pas de plan ambitieux derrière. C'est ça notre différence majeure. Alors, en fait, vous m'avez peut-être vu sourire dans mon coin. Alors, pour une souriez. raison simple. Vous savez, parce que tout à l'heure, on parlait de Xavier Dugouin. Oui. Et donc, Xavier Dugouin dit... Alors, allez-y, citez-le. Donc, le Conseil général peut mettre en place des budgets plus conséquents sur le soutien scolaire, sur les bourses d'études, sur les séjours linguistiques. Et il évoque un projet, donc Booster 91, qui consiste à allouer une bourse de 2 000 euros. 5 000 jeunes seraient concernés donc, pour une enveloppe totale de 10 millions d'euros. Donc, vous rejoignez presque ? Sur cette mesure-là, précisément, pourquoi pas ? Mais vous savez, quand Xavier Dugouin a une bonne idée, elle ne devient pas une mauvaise idée juste parce qu'elle était mise par lui. Ça veut dire simplement qu'il suffit de regarder comment le département est géré pour se rendre compte des manques. Je regrette juste que ça s'appelle booster. J'imagine que dans la langue française, il y a des mots qu'on aurait pu trouver. C'est dommage. Mais à part ça, franchement, aider les jeunes à bien démarrer dans la vie, si le département peut le faire, je pense que c'est la moindre des choses.
pour le coup de la sémantique, effectivement, entre bon père de famille et Booster, moi, Booster me parle plus que bon père de famille. Néanmoins, est-ce que vous, puisqu'on parlait de Xavier Dugouin, est-ce que vous serez d'accord avec lui sur le fait que, justement, on parlait de Jérôme Gage, qui n'est pas là, il dit de Jérôme Gage que c'est un homme de talent, mais qui manque d'imagination. Est-ce que vous pourriez aller dans son sens ? Alors, moi, je dirais que on n'a pas le plus mauvais des socialistes avec nous. Voilà. Je pense que c'est un type sérieux et dévoué, vous voyez. Je pense qu'il a tout faux. Bon. Mais je pense qu'il a faux avec sincérité, ce qui est déjà une qualité. Il ne se trompe pas par malice, il ne se trompe pas par calcul, il se trompe par conviction. Bah, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire de Jérôme Gage. Et je trouve que, d'ailleurs, quand il a été député et par rapport au gouvernement, il a eu parfois des positions assez courageuses en tant que frondeur. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que... Et moi, j'ai toujours du respect pour le courage. Voilà, c'est un adversaire, c'est clairement un adversaire. Je suis pas du tout d'accord avec lui, mais c'est un adversaire que je respecte. Et d'ailleurs, sachez que si vous ne l'avez pas vu ici, il sera cependant ce soir. Là, il n'y a pas de souci, il sera bien sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché. Et moi, je n'y serai pas, malheureusement. Allez, presque on arrive bientôt à l'issue. Dites-moi, quelle sera la stratégie de Debout la France pour le deuxième tour ? Oh, elle est très claire. Vous savez, notre position, elle est au national comme elle est au départemental. Tout d'abord, j'espère que nous aurons un maximum d'élus. On vous le souhaite, mais... Et que nous serons nous-mêmes au deuxième tour et qu'au deuxième tour, nous gagnerons. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est, en fait, la tactique des candidats de l'UMP-UDI et des candidats PS ? C'est de tout faire pour se retrouver au deuxième tour contre un candidat Front National, en espérant qu'il y ait un système de front républicain qui fait que le Front National n'attirera pas plus d'électeurs et qu'ils gagneront par défaut. Bon. Nous, notre logique, c'est de dire attention, ne tombez pas dans ce faux choix. Vous n'avez pas le choix que entre le PS et l'UMP et le FN. Excusez-moi, Mickaël Fauchois. Donc, c'est un faux choix. Non, oui, oui, d'accord. Il n'y avait pas de jeu de mots avec votre nom. Mais ne tombez pas sur vous non plus, parce que déjà vous m'avez l'air enrhumé et je voudrais pas qu'en plus les gens vous tombent dessus. Mais ceci dit, donc nous serons présents, je l'espère, au maximum au deuxième tour. Si nous ne sommes pas présents au deuxième tour, les électeurs auront leur liberté totale. Vous essaierez pas ni système, ni extrême. Je ne veux pas, et nous ne voulons pas, Debout la France, d'une Essonne gouvernée par l'équipe actuelle. Franchement, c'est catastrophique. Oui, mais... Nous ne voulons pas d'une Essonne gouvernée par M. Tron. Nous voulons d'une Essonne... Ça sera peut-être pas forcément Georges Tron. Hein. On verra, mais s'il y a des bonnes surprises, on verra. Moi, pour l'instant, franchement, ni système, ni extrême, ça nous convient. Parce que Georges Tron, de toute façon, n'est même pas aligné dans la liste des candidats au Conseil général. Écoutez, je ne sais pas, nous verrons. On a effectivement Jean-Pierre Bechter qui est bien aligné sur le canton de Draveil. En tout cas, il tire les manettes, vous le savez. D'ailleurs, un des cantons qui sera extrêmement disputé, c'est bel et bien justement le canton de Corbeil-Essonnes, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 listes. En comptant donc Debout la France, qui normalement il y a... ah ben non, c'était Anne-Christine Poisson qui était prévue sur Corbeil-Essonnes. Vous verrez peut-être des surprises, je vous l'ai dit, dans les semaines à venir. Donc, affaire à suivre. Donc, vous disiez il y a quelques instants que pour vous, pas de système, donc, parce qu'on le sait quand même, que si vous voulez pouvoir peser au niveau des décisions prises, il y a quand même des jeux d'alliance. Écoutez, si faire des alliances, c'est participer à des actions que nous n'approuvons pas, nous ne le ferons pas. Voilà, nous ne sommes pas dans cette logique d'alliance. Voilà. Je ne peux pas être plus clair avec vous. Nous ne sommes pas dans cette logique d'alliance, sinon nous aurions fait une alliance au premier tour. Pourquoi se disperser les moyens, disperser l'énergie ? Vous savez comment ça se passe, que souvent au premier tour, on essaye de partir chacun de notre côté, et au deuxième tour, on se rapproche. Non, je ne pense pas. Je vous le dis, nous ne nous rapprocherons pas. Et en tout cas, moi, dans mon canton, j'espère être au deuxième tour, j'espère gagner. Et si jamais je ne suis pas au deuxième tour, je ne lancerai aucun appel au vote pour aucun autre candidat. On s'est intéressé sur le plan départemental. On va s'intéresser en dernière ligne
à votre canton, puisque vous êtes candidat sur le canton de Athis. Athis-Juvisy-Paray, oui, tout à fait. Athis-Juvisy-Paray. Vous aurez donc face à vous notamment donc Patrice Sac pour le PS, donc le conseiller général sortant. Vous aurez au niveau de l'UDI UMP Pascal Picard et Christine Rodier. Je ne ferai pas de commentaires sur ce duo-là. Donc, au niveau du Front National, donc c'est Gaëtan Dussauceil. Pas que je sache, non. Pour moi, c'est Jimmy Mingot, le candidat du Front National, mais vous avez peut-être des autant pour moi, j'étais sur l'autre ligne. Donc effectivement, c'est Jimmy Mingot et Flavia Mangano. Très bien. Quelles sont, sur ce canton, les problématiques principales? Il y en a une qui est toute simple. J'appelle tous les habitants de ces 3 villes, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste et Juvisy-sur-Orge, à se rendre sur le site internet du Conseil général ou Conseil départemental de l'Essonne, essonne.fr. Allez voir dans les investissements par ville en 2015. Voilà. 0 investissement pour ces 3 villes. 0 investissement prévu par le Conseil général actuel pour ces 3 villes. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a des personnes âgées à Athis, Paray, Juvisy. Il y a des collégiens à Athis, Paray, Juvisy. Il y a des problèmes de sécurité dans ces 3 villes. Il y a des personnes âgées dans ces 3 villes. Et que ces 3 villes soient détenues par des majorités de droite et sans étiquette ne justifie aucunement que le conseil départemental les ignore. Pour vous, il y a un lien de cause à effet ? Écoutez, qu'est-ce qui peut expliquer ? Qu'est-ce qui peut expliquer ? Vous croyez que tout va bien ? Vous vous êtes baladé à Athis et Juvisy, tout ne va pas bien. Donc, il faut aider ces communes-là, de même que l'on aide les autres. Donc, je rétablirai l'équité vis-à-vis de ces communes, en toute impartialité, mais avec bienveillance. C'est clair. Et même si la maire d'Athis-Mons est aujourd'hui mon adversaire au départemental, si je gagne, je traiterai la ville d'Athis-Mons avec le respect que les Athégiennes et les Athégiens méritent. Ce qui est quand même en soi logique. Oui, mais ce qui est logique, mais ce qui ne semble pas fait. Monsieur Sac, aujourd'hui, ne défend pas les intérêts de ces 3 communes, alors qu'il est dans la majorité. C'est quand même aberrant. Bon, premier point. Je pense que c'est important. On a parlé tout à l'heure des problèmes de sécurité, des problèmes qui étaient liés au collège et au transport. Les villes d'Athis et de Juvisy en souffrent énormément. La ville de Paray en souffre un petit peu, parce qu'elle est un petit peu isolée de ses gares. Donc là aussi, il y a beaucoup de boulot à faire. Donc nous irons au travail. Et j'ai envie de dire, le fait que Debout la France ne détienne pas la majorité dans aucune de ces 3 villes, nous laisse complètement libres, finalement, d'agir. Et c'est pas plus mal. Et nous nous consacrerons, je me consacrerai pleinement avec Lisa Haddad au bien-être de ces 3 villes au sein du conseil départemental. Voilà. Il y a notamment beaucoup de problèmes de circulation sur l'entretien des voies. C'est aberrant. Les voies départementales sont très mal entretenues. Très très mal entretenues. On dépense beaucoup moins que les autres départements là-dessus. Je ne vois pas pourquoi, parce que beaucoup de franciliens, notamment en Essonne, sont obligés de prendre leur voiture pour se déplacer. Donc nous rétablirons un système de voirie qui soit efficace. Donc il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas faites aujourd'hui au niveau du département. Et très franchement, sur certaines de ces communes qui ne sont en plus pas soutenues par les communes. Laurent Jacobelli, on arrive au bout de cette émission. J'étais ravi. Est-ce que justement, entre guillemets, le mot de la fin ? Le mot de la fin, pour tous vos auditeurs, c'est un petit mot triste quand même, puisque c'est la fin d'une aventure pour vous. Donc je vous souhaite bon courage dans de nouvelles aventures. Je trouve ça important qu'il y ait des médias qui puissent relayer une voix départementale. Et à l'échelle du département, il y a des grands médias nationaux, très peu de médias régionaux et encore moins de médias locaux, on va dire. Donc je vous souhaite bonne chance. Et puis un appel aux électeurs, ne boudez pas cette élection. Elle est extrêmement importante dans votre vie quotidienne. Les grands partis, comme on les appelle, UMP et PS, vont communiquer au minimum et faire campagne au minimum parce qu'ils ont intérêt à ce que vous n'ayez pas voté, pour garder leur place. Votez pour des candidats utiles à votre service qui vont vous servir et qui ne sont pas là pour se servir. C'est extrêmement important. Donc allez voter les 22 et 29 mars et votez pour les candidats soutenus par Debout la France. Hugo. Oui. Quelque chose à dire ? Non.
Au moins, c'est clair. Hugo n'est pas très politique. Fatigué parce mais, qu'on est samedi matin. chaque chose en son temps. Ouais. Voilà. Je ne suis pas la politique aujourd'hui. Bien évidemment, on le disait donc en début, donc que c'était effectivement la dernière émission politique d'Effervescent. On tient, on a dit tout à l'heure, on remercie pas et on remercie. On tient à remercier néanmoins. C'était la première fois qu'on recevait debout la France. Première et dernière, alors. Voilà. Votre interprétation pourra vous dire le meilleur pour la fin. Donc, je vous confirme. Néanmoins, effectivement, on tient à remercier l'ensemble des participants à nos différentes émissions. On aura reçu l'ensemble des formations politiques représentées sur le département, que ce soit au niveau des Verts et du Front de Gauche qu'on a reçu le 31 mai, que ce soit au niveau du PS, de l'UDI, de l'UMP, du Front National, donc qu'on a reçu avec Audrey Guibert. Bref, on aura reçu l'ensemble des formations politiques en rappelant bien évidemment que l'objectif de cette émission était bel et bien de laisser la parole aux personnes. Et si on avait créé cette émission, si on avait d'ailleurs créé Effervescent, si on dit un mot sur l'origine d'Effervescent, c'était justement parce qu'il manquait d'émissions politiques. Il n'y en a pas sur les autres radios, il n'y en avait pas sur Téléson à l'époque où ça existait, donc c'était la raison pour laquelle on voulait créer cette émission. Néanmoins, on espère que les personnes qui prendront le relais sur d'autres médias créeront une émission politique, puisque je pense que l'Essonne et les Essonniens en ont bien besoin. Et pour confirmer, n'oubliez pas que ces élections départementales, donc du 22 et 29 mars, sont relativement importantes puisqu'elles interviennent dans tous les jours de votre vie quotidienne. Vous en savez plus qu'hier et moins que demain. Passez un excellent week-end à tous.